Vous savez, on ferme les yeux, on pense à la République. Grande supériorité du cinéma sur les autres arts, à mon avis, c'est qu'on peut montrer de la beauté involontaire. Thank you so much to the Hollywood Reporter. It's an absolute honour to be here today in full fucking glam at 8 a.m. on a Thursday morning. Elle est super, hein? La distinzione che io faccio tra cinema di prosa e cinema di poesia non è una distinzione di valore, è una distinzione puramente tecnica. And the Oscar goes to... J'adore rire. Et on est bien avec elle. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur! Allons-y. Moteur! Bienvenue dans Ça ne ramènera pas François Truffaut, podcast de cinéma dans lequel moi-même, Samuel, cinéphile, discute de films qui ont suscité mon intérêt avec des amis. Podcast dans lequel on spoil allègrement. Je vous conseille d'avoir vu les films avant d'écouter. Pour l'épisode de cette semaine, je reçois mon amie Maëlane. Bonjour Maëlane. Hello Samuel. Cette semaine, on parle de Je le jure de Samuel Theiss. Maëlane, peux-tu commencer par présenter le film ? Oui, tout à fait. Alors, c'est un film qui parle de justice. Voilà le topo. Donc, à 40 ans, Fabio, qui est un homme qui est un peu perdu dans la vie, un peu largué, et qui s'est épris d'une femme qui a 20 ans de plus que lui, qui s'appelle Marie. Il entretient une relation secrète avec elle, donc il a un mode de vie assez difficile. Et puis le film commence, ou en tout cas dans les premières scènes, avec une convocation qu'il reçoit pour être juré d'assises. Et il va devoir en fait juger un jeune homme qui est un jeune homme pyromane et qui est accusé d'homicide involontaire. Oui, c'est le procès en appel. C'est le deuxième procès. Oui. Donc en fait, il a déjà été prouvé qu'il est responsable des incendies, de la culpabilité. Mais là, toute la question, ça sera... il remet en cause la première peine qui avait été décidée de 12 ans. En tout cas, l'accusé veut diminuer cette peine. Et donc, toute la question pour les jurés, c'est de savoir combien ils vont lui imposer. Bon, on reviendra sur ça ultérieurement. Parce que, je pense que la plupart des gens qui écoutent ce podcast le savent. Sinon, on va faire un rappel des faits le plus précis possible. Il y a eu une affaire d'accusation de viol pendant le tournage. À l'issue d'une soirée pendant le tournage, c'était à peu près à la mi-tournage, le réalisateur du film aurait soit agressé sexuellement, soit violé un jeune technicien. Le technicien en a informé la production, mais n'a pas voulu porter plainte dans un premier temps. Et il a décidé de quitter le tournage. L'équipe de production l'a laissé quitter le tournage et lui a payé tout son salaire jusqu'à la fin du tournage. Et elle a décidé de mettre en place un protocole pour poursuivre le film dont l'économie avait été engagée. Donc une enquête interne a été diligentée par une avocate spécialisée en droit travail. Et sur le tournage, donc pour le continuer, après une discussion avec l'ensemble des équipes, la production a mis en place l'isolement du réalisateur, c'est-à-dire qu'il était dans une pièce à part du lieu de tournage, donc de la salle d'audience notamment du procès, et il communiquait par talkie-walkie, par audio, à distance, c'est ça, avec les équipes et les acteurs. La production a aussi mis en place une cellule psychologique. À la fin du tournage, donc il a eu lieu la post-production, c'est-à-dire le moment de montage du film. Et il a été proposé aux techniciens de la post-production de mettre en place le même protocole. Ils ont refusé. La note de la production du film dit que l'enquête interne qui a été diligentée auprès d'une avocate spécialisée en droit du travail a conclu à l'impossibilité de qualifier les faits d'agression ou de viol. Entre-temps, la victime a porté plainte et donc une enquête judiciaire a été ouverte. Donc le réalisateur a été entendu par un juge d'instruction après une année d'enquête et en l'absence d'éléments à charge, la juge d'instruction a refusé de le mettre en examen et l'a placé sous le statut de témoin assisté. Et suite à cela, la boîte de distribution Ad Vitam a quand même décidé de sortir le film, mais une sortie en demi-teinte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de promotion de la part de personne, notamment du réalisateur accusé, ni de promotion presse, ni de présentation du film, ni d'AVP, etc. Donc voilà. On rappelle qu'il est présumé innocent jusqu'à présent. Donc Maëlane, qu'est-ce que tu penses de cette affaire autour du film ? On ne pouvait pas ne pas en parler.
Peut-être avant que tu répondes, est-ce que Ouais. quelques avertissements quand même. On a longuement réfléchi avant de traiter ce film parce qu'on voulait trouver la meilleure manière d'en parler. Oui, bah, c'est vrai qu'on décide d'en parler un peu après la sortie aussi, peut-être pour voilà, avoir le recul nécessaire pour être plus éclairé peut-être sur ces questions-là, de pas traiter les choses à chaud et Avoir une prendre le meilleure temps de réflexion. discuter. Exactement. Exactement. Et on tient à dire que nous ne sommes pas spécialistes de VSS, donc on s'exprime avec nos mots, nos vécus, et on essaie de la faire de la meilleure manière que ce soit, et on ne cherche absolument à heurter personne. Oui, ça c'est clair. Et alors, pour de ce qui est de la manière dont l'équipe et la production a géré les choses, personnellement, moi je trouve ça vraiment plutôt très bien. Je trouve que c'est une bonne initiative à la fois d'être transparent, d'avoir mené une enquête en interne, de même de sortir le film dans ces conditions-là, mais sans en faire justement nécessairement pas de la promo à gogo et compagnie, par respect pour le plaignant aussi, parce que si les faits à la fin de la procédure judiciaire sont avérés, c'est évidemment très délicat. Voilà. Je pense que c'est une bonne manière de réfléchir, même si j'imagine bien que concrètement sur le plateau, ça a dû être difficile à mettre en place. Oui, c'est vrai que je pense que c'est surtout un dispositif d'expérimentation qui est imparfait et améliorable certainement parce que alors sa liberté artistique n'a pas été censurée, il faut le dire. Bon, elle a quand même été entravée, mais je pense que ce dispositif a le mérite d'exister et j'allais dire on doit féliciter, on n'est pas là pour distribuer les bons points, mais il est quand même notable que la production ait pris à bras le corps ce sujet-là. Oui, tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec toi, et d'autant que là, au moment où on enregistre, il y a un rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les violences dans la culture qui est sorti ces derniers jours et qui est assez sidérant par plein d'aspects et qui parle de violences systémiques dans le milieu de la culture et notamment dans le cinéma, et notamment des violences sexuelles qui visent en majorité des femmes mais aussi des hommes. Mais donc c'est un milieu où il y a des affaires de prédation, de violence, de loi du silence, d'omerta, etc. Et là c'est vraiment bien qu'il y ait des initiatives comme ça pour montrer qu'on peut à la fois écouter les personnes qui font des signalements, les plaignants, tout en maintenant un film, tout en essayant de respecter le travail collectif en le sortant à la fin. En essayant d'être dans le respect à la fois des procédures, à la fois du travail de chacun et de la parole des personnes qui pourraient avoir été agressées. Oui, non, mais tu as entièrement raison, parce qu'on peut autant dire les choses très franchement. Le mouvement MeToo, il vient du cinéma. Il y a énormément d'affaires qui sortent régulièrement dans le sillage du mouvement MeToo. Donc c'est un milieu professionnel qui est particulièrement travaillé par les questions des VSS. Et c'est vrai que là, la production a le mérite de prendre à bras le corps le sujet comme on le disait. Et comme c'est un milieu qui a particulièrement été traversé par MeToo, il y a donc énormément de films de procès. C'est un milieu artistique qui, à travers la forme du film procès, s'interroge sur les notions de justice, de culpabilité, d'innocence. Et les films de procès font florilège depuis 5 ans. On peut citer évidemment la Palme d'Or Anatomie d'une chute, mais aussi le film de Daniel Auteuil, Le Fil, qui était sorti l'an passé, Saint-Omer d'Alice Diop, sorti il y a quelques années, qui avait été récompensé au Festival de Venise, mais aussi le procès Goldman, Les choses humaines, etc. etc. Et donc, nous, on a décidé de parler de ce film parce que, bon, d'une part, il parle d'une thématique sociétale qui nous concerne tous, et de l'autre, c'est vrai qu'on peut mettre en miroir l'affaire qu'il y a, malheureusement, l'affaire qu'il y a autour du film et le film. Il y a des échos entre les deux. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une expérience assez particulière d'aller voir un film qui parle d'une affaire judiciaire sur une histoire qui est totalement différente puisque ça parle d'un pyromane, donc on n'est pas sur des violences sexuelles. Mais quand même, il y a la question de qui rend la justice, du regard, quel regard on porte sur un accusé, etc. Donc
En tout cas, personnellement, je trouvais que l'expérience était assez perturbante quand on sait a posteriori le contexte dans lequel le film a été tourné. Alors, ça donne une épaisseur quand même particulière à ce qu'on est en train de voir. Et juste, mini point, mais je trouve que la démarche de la production est très bien. Je pense juste qu'il y a quelque chose que je regrette peut-être, c'est qu'il y a une avocate qui a travaillé, qui a été collaboratrice sur le scénario, et qui est aussi l'avocate qui défend le réalisateur dans le procès, dans la procédure judiciaire pour l'accusation de viol. Et ça m'embête un peu. Je trouve qu'il y a un peu un brouillage. Je pense que c'est vraiment bien d'essayer de compartimenter les choses, et que d'un côté, il y a les gens qui travaillent sur le film, et de l'autre côté, il y a la procédure judiciaire qui suit son cours. Et je trouve ça un peu embêtant d'avoir une personne qui est à la fois impliquée, qui a été impliquée dans le projet artistique, et qui est aussi dans la procédure judiciaire, partie prenante dans la procédure judiciaire. Mais ça, mis de côté, je trouve que la démarche globale est quand même très positive, et j'espère qu'elle peut aussi servir d'exemple si potentiellement, malheureusement, il y a d'autres cas similaires qui se présentent à l'avenir. Oui, moi, ce qui me questionne un peu plus dans l'affaire, d'une part, bon, après, ça c'est le cas de toutes les affaires MeToo qui concernent des célébrités, c'est la question de la notoriété. À quel point est-ce qu'elle fait écran ou pas pour que toutes et tous on puisse en parler et essayer d'avancer sur les questions des VSS. Enfin, non, mais c'est une affaire moins retentissante que par exemple les procès de Mazan. Les procès de Mazan qui nous ont tous interrogés. Oui, après le procès de Mazan, c'était des dossiers tentaculaires et des dizaines et des dizaines d'hommes accusés. Donc, oui, mais là, ça devrait tout autant nous toucher, même si c'est moins tentaculaire. Et moi, je me demande si justement la notoriété fait que quand les gens entendent parler de ça, ils rangent ça dans leur tête du côté un peu people. Tu vois ce que je veux dire? Après, je sais pas, c'est une hypothèse, hein. Enfin, c'est une opinion. Après, je pense que le Mazan, il y avait quelque chose de très intime qui a touché les gens, qui était que c'est le mari, c'est le voisin, c'est... puis parmi les accusés qui ont été condamnés, il y a plein de professions différentes. Bon, bref, je pense qu'il y a quelque chose de la vie quotidienne, ou du coup, de la société française. De la société française, alors que peut-être le cinéma, et c'est ce qui expliquait d'ailleurs le rapport de la commission parlementaire, jouait encore de ce côté un peu art exceptionnel, ouais, aussi hors sol, et aussi au nom de la liberté créatrice, on peut se permettre plein de choses. Qui peut peut-être expliquer, donc à la fois il y a la notoriété comme tu dis, peut-être il y a aussi le statut d'artiste qui est encore un peu protégé. L'artiste il a des droits, il peut avoir, je sais pas, quand on parle, ça c'est toutes les histoires de Pardieu, etc., mais quand on dit il a le droit à la provocation, comme s'il y avait plus de tolérance pour ces hommes-là particulièrement. Donc je sais pas si la notoriété fait écran, je sais pas. Bon, c'est une question qui restera en suspens. Oui, puis moi je me questionne aussi sur la sortie en demi-teinte du film, dans la mesure où il n'y a pas eu de promotion auprès de la presse, ni de tournée d'avant-première. Il faut expliquer que tous ces aimants-là, mis en place par un distributeur, c'est fait pour que le film ait un certain succès. Et c'est vrai que le distributeur Arg, qui sort le film au nom du fait que le cinéma soit aussi une œuvre collective, je vais être un peu cynique, moi j'y crois pas beaucoup. Je pense que c'est des raisons principalement économiques, dans le sens où le distributeur, en fait, il finance le film en amont. Bon, ne faisant pas de promotion, et vu l'affaire qu'il y a autour du film, il n'a pas voulu faire de bénéfices là-dessus, mais il a voulu à minima récupérer sa mise, d'où le choix de quand même sortir le film. Oui, c'est vrai qu'il faut pas non plus peut-être idéaliser absolument la démarche, mais après ça peut s'entendre aussi, hein. On lance un projet, on a envie qu'il aboutisse, y compris pour des raisons économiques. Pas seulement envie, c'est vrai que la production, en fait, je n'ai pas tout en tête exactement, mais légalement, un producteur est tenu à ce que le film soit finalisé, à ce qu'on aille jusqu'au bout de la démarche. Après peut-être, je sais pas si c'est par là que tu voulais aller, il y a peut-être quelque chose d'un peu hypocrite à vouloir sortir quelque chose et en même temps Un peu fort comme mot, mais... C'est un peu fort, mais en tout cas il y a une démarche, il y a peut-être quelque chose d'un peu ambivalent dans le fait de sortir quand même quelque chose tout en ne mettant pas la gomme sur la visibilité du film pour qu'il soit vu in fine, quoi. En même temps, je pense que c'est quand même la meilleure solution quand un film est touché par ce genre d'affaires. Je pense que ça serait un peu indécent
d'aller faire le tour des plateaux de télé et compagnie pour vendre le film. Je trouve que la sobriété va bien avec la démarche de respect, quoi. Oui, après, moi, la nuance que je mets à ça, enfin, c'est que ça tue économiquement le film, en fait. Ah bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon, ça soulève beaucoup de questions qui ne seront pas résolues dans ce podcast, vous vous en doutez bien. Bon, peut-être pour revenir un peu plus sur le film, tout en faisant quand même le lien avec l'affaire. Écoute, je vais peut-être commencer, moi, parce que j'ai trouvé intéressant dans ce film-là. C'est vrai qu'il évacue la question de la culpabilité pour se recentrer sur celle de la dangerosité. C'est-à-dire, quelle est la peine la plus juste à donner à un individu ayant commis une infraction ? Ça pose donc la question de la justesse de la peine. Oui, parce qu'on le reprécise, du coup, l'accusé a bien été reconnu coupable de son crime. Donc là, la question, c'est va-t-on le punir plus ou le punir moins ? Voilà, il fait appel pour lui, pour trouver qu'il avait une peine de prison trop importante, pour la diminuer. Et donc, ce choix de se concentrer sur la justesse de la peine, moi, je trouve que ça évacue le suspense classique qu'on a dans les films de procès qui portent sur la culpabilité et qui crée ou en gros la tension dramatique en fait dans ces films-là, c'est la question est-ce que la personne ou pas sera coupable. Et dans ce sens-là, c'est vrai que ça fait écho avec quand même des questionnements contemporains. Oui, c'est clair, mais je suis d'accord avec toi que c'est vrai que c'est assez intéressant parce que finalement l'enjeu n'est plus de découvrir une vérité, mais un peu ça interroge presque même personnellement. Il y a un peu un côté à leur place, à la place de ces jurés, qu'est-ce que vous auriez fait, qu'est-ce que nous on aurait fait, combien d'années de prison on aurait mis à ce jeune homme. Et c'est vrai que c'est intéressant, en fait on passe un cap, on n'est plus sur des questionnements de l'a-t-il fait ou pas, on est sur des questionnements de il l'a fait, mais dans quelle mesure je suis touchée par son histoire, dans quelle mesure je veux qu'il se réinsère ou non, dans quelle mesure il est fragile ou non, dans quelle mesure il était il avait toutes ses capacités même cognitives, etc. au moment des actes, parce que donc c'est un pyromane qui a réalisé plusieurs incendies. Et là, l'affaire en question, c'est qu'il y a un de ces incendies qui était très impressionnant dans un immeuble et qui a conduit à la mort d'un pompier qui a été brûlé, puis qui est tombé, etc. Et donc, voilà, donc il n'a pas tué intentionnellement, mais ses actes ont conduit à une mort. Après, c'est un personnage, donc on voit qu'il a des grosses failles, douleurs psychologiques, même presque psychiatriques. Et donc il y a toute une réflexion aussi sociale, je ne sais pas si ça t'a marqué, mais un peu aussi sur les prisons, sur comment quand les jurés en fait au début ils visitent une cellule avant le procès, ils visitent une cellule où il y a quatre condamnés qui sont dans une toute petite cellule, ils sont tous collés, etc. Et ça interroge ok on condamne, mais en fait qu'est-ce qui se passe derrière ? Est-ce qu'on veut réinsérer les gens ou est-ce qu'on veut les punir simplement ? Alors moi, tout ce que tu dis m'amène à mon principal écueil vis-à-vis du film. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je le trouve très pédagogique, très didactique. Enfin, je serais prof, je trouve que c'est un très bel objet lycéen ou collégien au cinéma. Je trouve que c'est un très bon support pédagogique. Et il veut tellement surexpliquer que ça en devient presque caricatural. Donc cette volonté d'être très didactique sur le processus judiciaire, c'est vrai qu'on le voit notamment vis-à-vis de cette première séquence où il visite la prison. Moi je trouve qu'on voit surtout vis-à-vis du personnage de Marina Foïs, la présidente du tribunal, qui explique exactement comment se déroule un procès. Et c'est là où le film, qui se veut aussi réaliste, ne l'est pas tant que ça, parce que je suis pas sûr qu'il y ait tant de présidents de chambre qui soient aussi bienveillants et qui cherchent autant à expliquer. Ouais, fait un peu la leçon, quoi, un peu aux jurés. C'est ça, exactement. Puis aussi, le film, là, vraiment, dévoile ses intentions à travers les plaidoiries des avocats. Donc voilà, moi, tout ça m'a gêné. Et puis, je le trouve aussi didactique dans son scénario, en fait, à travers la trajectoire de ce personnage de Fabio, qui va, entre guillemets, grandir à travers l'expérience qu'il est en train de vivre. Le film est une sorte de récit d'apprentissage.
Et c'est-à-dire qu'il voit comment la société française tente de créer un récit commun à travers l'enceinte judiciaire. Oui, je pense que ce qu'il faut préciser, c'est que les jurés, c'est le propre des jurés, on est choisis au hasard, donc c'est des gens de toutes les catégories sociales. Je crois que ça se passe en Moselle, donc ils sont tous un peu dans une aire géographique. Mais... Oui, d'ailleurs, juste vis-à-vis de la Moselle, c'est vrai que le film fait le choix de représenter une France multiculturelle au sein du tribunal, ce qui quand même va à l'encontre de l'image médiatique qu'on a de ce territoire, puisque la Moselle, non mais malheureusement la Moselle, généralement, on en entend parler pendant les élections et on le voit comme une terre du Rassemblement national. Oui, mais je dirais que moi j'ai trouvé cet aspect social assez intéressant. Moi je trouve caricatural. En fait. Alors, caricatural aussi. Disons, côté bon point, je dirais que c'est intéressant de voir des gens de différents milieux et avec différentes opinions politiques confronter leur avis, parce que les jurés, à la fin, il faut choisir. Donc il y a plusieurs scènes où ils débattent ensemble. Et par exemple, il y a le personnage de Louise Bourgoin qui joue une médecin, donc un peu plus, elle défend quelque chose un peu plus porté sur la réinsertion, plus d'empathie, avec le personnage avec l'accusé qui vient d'un milieu populaire. Et puis il y a un mec qui est prof, qui dit être prof dans des cités, et qui lui a vraiment un discours vraiment quand même tirant sur l'extrême droite, quoi. Donc je trouve intéressant cette confrontation. Et aussi l'accusé, sa mère est musulmane, et donc il y a toute une question aussi sur la religion, c'est des questions qui viennent pendant l'audience, et c'est vrai qu'on peut se dire pourquoi ces questions-là, alors qu'on est en train de parler d'un pyromane et d'un mec qui a des problèmes psychologiques, et la religion a priori rentre pas en ligne de compte. Enfin bref, je trouve que ces questions-là sont intéressantes, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a un peu de caricature, et je trouve notamment dans la manière de représenter certaines personnes de classe populaire, parce que dans les discussions, parfois, je trouvais qu'il pouvait y avoir presque une petite condescendance de certains personnages. La juge, je sais pas, parce que quoique peut-être un peu parfois, parce que je sais pas, j'ai l'impression que parfois c'est un peu, on va expliquer aux gens qui connaissent rien comment ça marche la justice et comment il faut choisir et tout ça. Et je trouve que les personnages qui sont identifiés un peu venant d'un milieu populaire, on leur fait avoir, je sais pas, des opinions assez arc-boutées, ou des choses comme ça, ou dire je suis désolée mais franchement je comprends pas, alors que les autres sont plus dans une réflexion et tout. Ça, je suis d'accord, je trouvais ça un peu caricatural. Mais d'ailleurs, vis-à-vis de ça, l'opposition classe populaire et une forme d'élite, le médecin, le prof, etc., la juge, ça recoupe, le film reprend le mélange entre acteurs professionnels et acteurs non professionnels. Fabio et tout son milieu familial sont joués par des acteurs non professionnels, donc Fabio, son milieu familial, qui représente entre guillemets les classes populaires, alors que... Parce qu'il travaille dans une casse de voiture, oui, c'est ça. Où les pièces automobiles sont amenées. Et les acteurs professionnels jouent les personnes qui occupent un rôle social plus important. Mais moi, je trouve, comme je disais, oui, le film assez caricatural, et il se veut réaliste. Et alors, j'entends ce que tu dis dans tes arguments, je trouve ça intéressant, mais de l'autre, il manque quand même des éléments constitutifs du procès. Et je dis ça en fait dans le sens, le film ne veut pas être exhaustif, mais je dis ça aussi parce que en fait, le film ne renouvelle pas du tout la forme du film procès et ne fait preuve d'aucune originalité. Ce qui manque dans les éléments constitutifs du procès, c'est tout d'abord la théâtralité qui est en cours quand même dans un film de procès. Et toi, tu trouvais la scène de débat judiciaire à la fin quand ils prennent la décision intéressante. Moi, je la trouve complètement bâclée. Et c'est dans ce genre de scène, comme dans l'enceinte du tribunal, moi, ce que j'aurais aimé voir, et ce que je ne vois jamais dans les films de procès, c'est la manière dont chacun occupe en fait un rôle. Chacun se donne en spectacle, en fait, d'une certaine manière. T'as quand même les plaidoiries des avocats, tout ça a été très théâtralisé quand même. Oui, mais même quand ils interrogent la fille du pompier qui est mort, il y a une espèce d'arène, quoi. Il vient parler au milieu, les gens regardent. Oui, mais ça c'est la théâtralité inhérente au procès. Moi, je pense que dans un procès, tout le monde joue un rôle, pas seulement les avocats, et c'est ce que j'aurais aimé voir. Je trouve que ce qui manque aussi, c'est l'ennui. Au cours d'un procès, on s'ennuie énormément.
parce que la procédure est très lourde, c'est très long et très répétitif en fait. Et souvent, les films de procès ne montrent pas ces éléments-là, se resserrant sur un récit avec du suspense. Oui, après, je pense aussi qu'il y a le fait qu'on rentre dans cette histoire et dans le tribunal par les yeux de quelqu'un qui ne connaît rien à la justice. Enfin, Fabio... oui, qui est un candide. Voilà, et qui du coup découvre tout. Donc nécessairement, tout est un peu plus marquant, tout est plus intense à ses yeux qu'effectivement dans la réalité. Les discussions, elles s'étirent, mais... Là, c'est condensé, quoi. Oui, mais c'est justement, moi, c'est le reproche que je fais au film, dans le sens où, bon, t'es pas intéressant, tu sors pas ton épingle du jeu par rapport à d'autres films de procès, quoi. Mais après, sur ce que découvre Fabio, oui, ça, c'est assez intéressant, notamment, je trouve qu'il ressent, par l'émotion, la complexité de ce que c'est que de prendre une décision judiciaire. Je trouve ça assez intéressant, et il y a un sentiment... que Fabio découvre au cours du procès, c'est la miséricorde ou bien l'empathie. Oui, parce que du coup, Fabio, en gros, on le devine plus partisan du fait de diminuer la peine du jeune, ou en tout cas d'entrer en empathie avec lui, d'essayer de le comprendre. Exactement, il veut faire preuve de miséricorde au bout d'un moment. Mais après, moi, C'est un sentiment qui a complètement disparu de notre société aujourd'hui, je trouve. Miséricorde, c'est très religieux, peut-être déjà juste empathie, oui, effectivement, il y a peut-être... parce qu'il faut dire que c'est un personnage très renfermé sur lui-même, taciturne, etc. Et là où je te rejoins dans le côté caricatural, peut-être, c'est que je le trouve puissant comme acteur, je trouve le personnage intéressant, mais parfois je trouvais que c'était un peu avec des gros sabots, je suis fermée, je suis... un homme en colère ou que sais-je, je n'assume pas de sortir avec une femme de 20 ans de plus que moi. Alors ça, c'est intéressant de montrer une femme âgée qui a une relation avec un homme plus jeune. Oui, on n'en voit pas beaucoup au cinéma. Oui, la relation est magnifiée d'ailleurs par le film. Exactement, ça c'est bien. En revanche, je trouve que ça reste quand même des rapports très normatifs entre les deux, puisque elle essaye de parler avec lui, il veut pas, elle essaye de l'aider, il veut pas, il parle pas beaucoup, il faut quand même dire, il essaye de draguer Louise Bourgoin, enfin le personnage de Louise Bourgoin, ça ne marche pas. La femme donne un peu l'impression qu'il retourne par dépit vers sa femme, vers sa compagne plus âgée, qui finit par assumer à la fin devant ses proches, mais je trouve qu'il n'y a pas non plus énormément de respect pour elle. Et à la fin, tu parlais de la scène où tout le monde discute et tout pour le délibérer. Le délibérer pour avoir le verdict. Et lui, il n'a pas lâché un seul mot depuis le début du procès. Enfin, il discute pas avec les autres, il donne pas son avis. Et là, il dit juste, en gros, il dit quelques mots pour essayer d'aller dans le sens du jeune, ou en tout cas d'être bienveillant envers lui. Et il dit, il y a des gens qui parlent pas beaucoup, mais c'est pas pour ça qu'ils ressentent pas. Moi, par exemple. Et ça, je trouvais vraiment que c'était un peu... oui, effectivement, tu es un personnage fermé, ça fait 1h30 qu'on le voit, donc... je sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu prise de conscience, verbalisation, qui est un peu... abrupt et... un peu abrupt. Ouais. Et puis un personnage peut-être... je sais pas, c'est peut-être personnel, mais j'en ai peut-être un peu marre de voir des personnages masculins aussi... Enfin, je sais pas, je trouve que ça représente une certaine masculinité... qui est peut-être réaliste, certes, mais en même temps, ça me fatigue un peu. Ou alors faudrait peut-être qu'il évolue d'une autre manière, peut-être plus subtile, je sais pas, mais le côté taciturne, je suis fermée, m'a un peu fatiguée, je peux dire. Oui, non, mais moi ça va, je le trouve pas, enfin j'entends ce que tu dis, après est-ce que je suis là à le trouver tête à claque Ah non, c'est pas ce que j'ai dit du tout. Non, mais c'est même pas tant lui que juste le personnage que ça représente, quoi. Alors moi, ce qui me gêne aussi, pour revenir par rapport à ce que tu as dit, c'est que j'ai l'impression que le film en fait essaie de nous présenter une ambiguïté morale, dans le sens où il a quand même du mal à prendre une décision, Fabio, mais en fait la forme conclusive du film procès vient refermer cette ambiguïté, vient complètement la saper, parce que le film de procès, il faut une conclusion. Bon, là, c'est pas coupable, non coupable, mais on aura le verdict.
à la fin du film. Et le verdict qui est, spoiler, plus lourd oui, à la exactement, fin que ce qu'il avait au début. Exactement. Enfin, alors la vraie conclusion du film, et c'est là aussi pour revenir à la relation qu'il a avec une femme plus âgée dont tu parlais, parce qu'il faut expliquer que entre les scènes donc dans le tribunal, on voit des scènes de la vie privée de Fabio, de sa relation avec cette femme plus âgée, cette relation qui cache à son entourage, et la scène finale du film, c'est je crois à l'issue d'un baptême, il y a une petite soirée dans un bar avec toute sa famille, et là il danse et il l'embrasse devant tout le monde. Donc il révèle à son entourage cette relation qui est... Il y a une forme de libération. Oui, cette relation inhabituelle et qui est souvent jugée par la société. Et comment dire, là, moi, où je suis quand même extrêmement gêné, c'est que le film, en gros, si je devais le résumer un peu grossièrement, c'est mesurer votre jugement, voire ne jugez pas hâtivement les gens. Et là, c'est exact. Je trouve que cette scène finale va exactement dans ce sens-là, en fait. De arrêter de juger ma relation. Or, et c'est là pour revenir à l'affaire... Enfin, on a quand même un film où il y a une accusation d'agression ou viol, et le message, entre guillemets, final du film, après le film n'est pas aussi bourrin que ça, c'est quand même ne jugez pas hâtivement. Moi, ça me pose problème. Je me demande si ce n'est pas par le montage que le réalisateur Samuel Tace a dévié son film dans cette voie-là. Bah, après, là, on est sur de la spéculation. Hein. Peut-être que c'était ce qui était prévu depuis le début. Mais c'est sûr que je suis d'accord avec toi, même au-delà de la scène finale, juste tout le procès qui nous amène quand même à être en empathie avec l'accusé. Ce qui est bien en soi, mais c'est vrai que je suis d'accord qu'il y a ce côté ne jugez pas trop vite, ne vous précipitez pas sur le jugement. Et moi j'ai l'impression de me faire arnaquer en fait. Ah bon? Ouais. À ce point-là? Mais j'ai ce sentiment de me faire avoir en fait, parce qu'on essaie comme ça de m'élaborer une espèce d'ambiguïté morale, regarder la complexité et tout, et au final non, il y a quand même une conclusion, et la conclusion c'est ne jugez pas hâtivement. Je sais pas. Moi la scène de toute fin, pour être honnête, je l'ai plus entendue comme il a eu un processus un peu d'identification avec ce jeune qui était un jeune paumé comme lui est paumé dans sa propre vie, et finalement à la fin et ce jeune il va me prendre pour encore plus d'années qu'au début, donc il est encore plus condamné, et donc j'ai l'impression que lui, un peu comme un effet comment on pourrait dire, un effet déclencheur, ça déclenche un truc chez lui et il se dit là il faut que je profite de ma vie, et il faut que j'assume et que peut-être je fasse fi du regard des autres. Mais je dois dire en une phrase que moi, ce qui m'a gêné un peu avec le film, c'est que je comprenais pas très bien les échos entre les deux hommes, quoi, entre les deux personnages. Et voilà, enfin, j'ai bien compris qu'apparemment, il se reconnaît en lui, mais précisément pourquoi, certes, ils ont des failles communes, ok, mais je trouve qu'elles n'étaient pas non plus extrêmement explorées. Même s'il y a un côté, il y en a un qui est condamné et l'autre commence presque une nouvelle vie. Il y a une forme de parcours jumeaux comme ça, parallèle. Ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça, mais je pense que t'as raison. Moi, je l'ai compris comme ça après, mais là, quand je disais gros sabot, c'est là aussi où j'ai trouvé peut-être un peu gros sabot. Il y a un côté, prise de conscience, lui, il va passer 15 ans en tôle, et moi, il est temps que je commence à vivre ma vie à 40 ans, quoi. C'est un peu cruel, hein. C'est un peu cruel, en même temps. Tu comprends le sentiment d'arnaque? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'ai pas forcément ressenti par rapport au regard de l'affaire comme toi, mais maintenant que tu le dis, effectivement, tu trouves que c'est presque un peu donneur de leçons Ouais, j'avais pas pensé à ces mots-là, mais honnêtement, oui. Mais ce qui m'énerve en plus, c'est que c'est pas assumé, en fait. C'est pas un prêche non plus le film, mais je sais pas, il y a ce truc de fausse ambiguïté en fait. Bon, la question restera en suspens. Je pense qu'on a fait le tour du film. Merci, bien, merci Maëlan, à la prochaine. À la prochaine.